Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et quelle vidéo! Oui, alors j'ai pas fait de vidéo immédiatement parce que vous avez pu voir que déjà j'ai eu quelques difficultés pour publier les deux précédentes vidéos. Et puis c'est l'occasion aussi d'attendre un petit peu, d'avoir des informations. Oui, vous l'avez vu, c'est l'information de ce dimanche 14 juillet qui a littéralement éclipsé d'ailleurs les événements de la fête nationale en France. On a tiré sur Donald Trump. Contexte, nous sommes en Pennsylvanie, dans une petite bourgade. C'est le dernier meeting de Donald Trump avant la grande messe de la convention républicaine qui doit avoir lieu, je crois, la semaine prochaine. Donald Trump arrive triomphant, ça arrive au pupitre, commence à parler, tout d'un coup on entend en effet des clac-clac. Et très rapidement, on voit Trump qui, à un moment donné, s'arrête parce qu'il entend, comme tout le monde, des clac-clac, sauf qu'au bout du deuxième, troisième clac-clac, il sent quelque chose à son oreille, il met sa main à son oreille et tout de suite il se couche. Donc il a une réaction assez rapide finalement. Et certains coups de feu continuent, mais ça dure quoi? Ça doit durer 10 secondes, 15 secondes grand maximum. Et on voit donc les agents de sécurité, les gardes du corps qui se précipitent sur Trump, qui le checkent, etc. Et on le voit, Trump se relever, évidemment avec du sang, des petits éclatements de sang et son oreille en sang. Et très rapidement, alors oui, là je suis désolé, même si on n'est pas, si on n'aime pas Trump, la force est de constater que le mec, il a très bien réagi, il a tout de suite profité de la situation. Il a demandé à ses gardes du corps justement de le laisser être vu comme étant indemne, comme étant n'étant pas blessé grièvement, et tendre le poing. Et vous avez cette photo-là. Aujourd'hui, je suis désolé, mais cette photo-là, elle est devenue historique. Elle est super bien cadrée, et en plus avec le drapeau américain derrière, un Trump avec son visage déterminé et son poing levé. Je veux dire, là je vous dis franchement, je suis pas fan de Trump, mais moi j'aurais aimé faire cette photo-là. Là, elle est super, magnifique. Il y a une multitude de photos, il y a beaucoup de photographes, il y a beaucoup de photos qui sont très impressionnantes, qui sont très bien cadrées. Là, chapeau les mecs, vous avez fait du très bon boulot. Et donc, il se trouve que les tireurs d'élite qui étaient sur un des trois bâtiments qui étaient derrière ont très rapidement identifié la source des tirs, et ils ont tiré et ont abattu le tireur. Donc ça a été très rapide. Alors évidemment, je vais revenir un peu plus loin dans la vidéo sur les conséquences de cet événement. Le fait est, c'est que très rapidement, et même moi je me suis posé la question, quand on a pu identifier l'endroit où se trouvait le tireur, très rapidement on a été évidemment certainement des millions à aller sur Google Maps ou Google Earth pour aller identifier l'endroit et voir un petit peu la configuration des lieux. Alors la configuration des lieux, elle correspond parfaitement à l'organisation de ce genre de meeting. Il faut savoir qu'aux États-Unis, et moi je l'ai expérimenté puisque là où j'habite, en 2016, Trump avait fait son meeting. Ils avaient fait le meeting sur l'aérodrome. Dégagé, plat, très peu de bâtiments, très facile à avoir des champs de vision et pouvoir réussir à tout vérifier, tout contrôler. Là, c'était exactement pareil. L'endroit a été choisi. Vous avez 3 bâtiments qui se trouvent derrière la tribune, et le seul bâtiment qui est proche est sur la gauche, un petit peu plus loin. Sinon, c'est dégagé. Donc, les tireurs d'élite qui étaient en position, on le voit sur les images, ils étaient sur la gauche
du podium avait un champ de vision optimal pour pouvoir intervenir le cas échéant. Sauf que c'est là que ça commence à poser le problème. Pourquoi ? Tout simplement parce que normalement, quand vous avez ce genre de meeting, alors surtout un meeting de Donald Trump, vous avez normalement une exploration des lieux, une observation des lieux, on établit les stratégies, on établit la logistique, et le bâtiment où se trouvait le tueur a forcément été contrôlé. Et une fois que la zone est sécurisée, vous placez, alors soit c'est des agents de sécurité, soit c'est des agents fédéraux, soit c'est des polices locales, de telle manière à sécuriser une zone. C'est-à-dire que c'est une zone sécurisée, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas pénétrer la zone sans vous faire contrôler, etc. Donc ça veut dire que l'individu, il était déjà dans l'immeuble. Soit il a eu une complicité pour pouvoir rentrer dans l'immeuble, monter sur le toit et ramper pour aller se positionner, soit il était déjà dans l'immeuble. Donc il y était déjà depuis 2-3 jours. Donc ça veut dire que la fouille de l'immeuble n'a pas été faite. Deuxième élément, c'est le fait que dans le public, quand l'individu est apparu sur le toit, il se trouve qu'il y a des gens qui l'ont vu. Et ces gens ont averti les policiers qui étaient proches, puisque dans ce genre d'événement, vous avez des gens un peu partout, même dans le public, vous avez des agents de la sûreté qui, justement, il n'y a pas un mètre carré qui n'est pas sous un contrôle de sécurité au cas où. Quand vous voyez Trump avec les gens qui sont derrière, dites-vous bien que les gens qui sont derrière, vous avez des agents de sécurité qui sont infiltrés dans le public, mais qui sont là pour assurer la sécurité au cas où. Et il se trouve qu'il s'est écoulé apparemment 5 ou 7 minutes avant que Donald Trump commence à faire son discours, que là, les coups de feu ont commencé à s'entendre. Alors oui, j'entends bien le fait qu'il y a des gens qui peut-être ont la suspicion du fait que peut-être il y a eu un dysfonctionnement. En réalité, non, il n'y a pas eu de dysfonctionnement. Le problème, vous savez, de ce genre de logistique, c'est que vous avez un millefeuille d'autorité. C'est-à-dire que là, vous avez des polices locales, vous avez les shérifs locaux, vous avez les patrols qui sont mis aussi à contribution, vous avez le bureau fédéral de l'État, du FBI, vous avez le FBI, vous avez les agents de sécurité, les gardes du corps, etc. Enfin, donc vous avez une multitude de millefeuilles d'agences ou de services qui doivent se coordonner les uns les autres. Donc pour se coordonner, ça veut dire qu'il faut une chaîne de commandement. Et donc, certainement que les policiers ont été avertis, mais le policier qui avertit par les gens en disant « Regardez, il y a quelqu'un sur le toit, etc. » Le policier n'a pas le droit de quitter son poste. Donc il a certainement essayé d'avertir son supérieur. Le même supérieur a essayé d'avertir un autre supérieur. L'un supérieur veut une confirmation d'une autre source, donc il a fallu demander à d'autres agents « Est-ce que vous voyez aussi quelqu'un ?» Tout ça, ça prend tellement de temps. Mais c'est le protocole. C'est la procédure. Donc malheureusement, cette procédure, peut-être qu'elle elle est à mettre en cause dans le temps de latence d'intervention, entre le moment où des gens ont commencé à voir l'individu apparaître sur le toit, ramper et se mettre en position, et le moment où on aurait pu intervenir assez rapidement, ou même déjà déclencher la protection de Donald Trump, en attendant d'écarter le doute. La levée de doute, comme on l'appelle plus vulgairement.
Autre question, c'est aussi justement ces fameux tireurs d'élite. Les tireurs d'élite, vous avez 2-3 tireurs et vous avez un observateur. C'est-à-dire quelqu'un qui doit être constamment alerte d'observer toute la zone. Entre le moment où le mec est arrivé sur le toit, où il a rampé sur le toit, où il s'est mis en position, les tireurs d'élite étaient en position pour le voir. Ils étaient légèrement, suffisamment hauts pour le voir. Sauf que là encore, c'est pareil. Vous avez une zone. Donc si vous regardez, vous surveillez la zone à l'opposé, vous n'êtes pas en train d'observer la zone où le tireur est en train d'apparaître. Après, il va y avoir une enquête qui va déterminer le timing pour définir si oui ou non dans le timing il y a eu des défauts ou si au contraire, malheureusement, faute à pas de chance, les outils d'observation de sécurité ont été concentrés sur des éléments au détriment de surveiller d'autres éléments. C'est un peu, si vous voulez, le problème, c'est que vous ne pouvez pas être partout. Vous ne pouvez pas observer partout. Alors, est-ce qu'il faut renforcer les tireurs d'élite? Est-ce qu'il faudrait peut-être mettre 2 observateurs ou 3 observateurs de telle manière à être sûr qu'on ait une observation constante de toute la zone, plutôt qu'un seul observateur qui va regarder à droite, à gauche, en bas, en haut. Donc, voilà. Donc, en effet, peut-être qu'il y a eu quelques cafouillages. Maintenant, les conséquences. Oui. Cet événement intervient à un moment crucial. Comme je vous l'ai dit, c'est Donald Trump. Qui plus est, que ça fait depuis maintenant quelques mois que des gens pro-Trump déclarent qu'ils veulent sa peau. Ils veulent sa peau, au pluriel, ils, c'est qui? C'est les démocrates. Parce que les démocrates savent que là, il n'y a pas l'assurance et la garantie que Biden va être réélu. Si Biden va au mois de novembre à l'élection présidentielle. Et dans cette crainte qu'avaient un certain nombre d'Américains, est aussi intervenue l'idée de l'assassiner. Puisque les procès, puisque les plaintes semblent traîner la patte et que l'immunité, alors je rappelle, sur les procès liés au 6 janvier, la Cour suprême a mis en avant le fait que, du fait de son immunité à l'époque où il était encore à la Maison-Blanche, on ne peut pas lui imputer le fait que c'est lui qui aurait, je dis bien aurait, je parle au conditionnel, incité à l'insurrection du 6 janvier. Et qui plus est, lors du procès, le procureur a beaucoup de mal à trouver des preuves tangibles, comme quoi cela affirmerait de façon indiscutable que c'est bien Donald Trump qui a poussé les gens à aller au Capitole. Donc, si vous voulez, voilà, ça piétine. Les autres procès piétinent. Donc, du coup, le fait d'espérer une condamnation de Donald Trump, voire même des condamnations à la prison, bien commence à s'envoler de plus en plus. Il y a eu le procès avec Stormy Daniels, mais là encore, vous avez des démocrates qui se sont sentis plus pissés en disant « vous allez voir, il sera condamné à de la prison ». Même le maire de New York s'était amusé d'un commentaire en disant « on lui a déjà réservé une cellule dans notre prison ». Sauf que on n'a jamais vu une personne être mise en prison pour essayer de cacher le fait qu'il ait pu avoir une relation sexuelle avec une star du porno. D'autant plus que les preuves qui pourraient éventuellement, encore une fois, affirmer que c'est indiscutable, irréfutable, il n'y en a pas.
ce ne sont que des affirmations, ce ne sont que des paroles contre une autre. Donc finalement, il a été condamné, je crois, à une grosse peine, une grosse amende, un truc comme ça, plus pour le fait d'avoir essayé d'acheter le silence de Stormy Daniels plutôt que de l'acte lui-même. Donc du coup, les procès sur lesquels comptaient les démocrates pour écarter Donald Trump de la candidature, finalement, tout ça est en train de s'effondrer. D'où la raison pour laquelle des Américains pro-Trump ont commencé à faire circuler sur les réseaux sociaux le risque que potentiellement on cherche à l'assassiner. Même le célèbre Alex Jones qui est ce fameux individu très sulfureux, très connu des réseaux sociaux, surtout conservateur, avec sa chaîne Infowar, qui récemment d'ailleurs avait défrayé un petit peu la chronique du fait qu'il a été condamné, je crois, à 35 ou 65 millions de dollars pour avoir diffusé de la fausse information. Enfin bon, bref, le mec il est endetté jusqu'à la fin de sa vie de toute façon. Même Alex Jones était un des premiers à alerter depuis quelques semaines, attention, on approche d'une échéance, donc l'échéance c'est la convention républicaine, donc il y a un risque que on essaye de l'assassiner. Alors, évidemment, ce n'est pas des propos qui tiennent sur du concret. C'est un propos, on va dire, conditionnel ou spéculatif. Voilà, je cherchais le mot. C'était une spéculation, comme en général par rapport à un événement dont on ne sait pas trop qu'est-ce qui va en sortir, on spécule. On spécule, comme on a spéculé, comme on spécule actuellement, qui va être Premier ministre d'un gouvernement de cohabitation pour Emmanuel Macron. Voilà, on spécule. Alors des fois, on peut avoir des bonnes analyses, comme des fois, on peut complètement se planter. Ça peut arriver. Parce qu'on n'a pas, on n'a pas nos entrées, on n'a pas des éléments suffisants pour voir la chose. Mais, voilà, ça permet d'anticiper éventuellement des événements et d'être préparé. Alors ça, c'est ce qu'on fait de l'anticipation économique, par exemple. C'est-à-dire, suivant les situations, suivant les événements qui peuvent éventuellement avoir une influence sur l'économie mondiale, vous avez des experts qui vont faire des anticipations. C'est-à-dire qu'ils vont donner plusieurs scénarios les plus probables qui puissent arriver. Donc, là encore, ça rejoint ce que je vous disais par rapport à la culture américaine, c'est la culture de l'excès. C'est-à-dire c'est tout l'un ou tout l'autre. Le juste milieu, c'est souvent assez rare. On est vraiment dans les extrêmes. Donc là, évidemment, l'extrême par rapport à Donald Trump, pour les Trumpistes, c'est-à-dire, puisque les procès, ça n'avance pas, ça ne fonctionne pas, bien, la dernière solution, c'est évidemment d'assassiner Donald Trump. Donc évidemment, le fait qu'il y ait cet événement, ça va renforcer évidemment Donald Trump. Parce que là, Donald Trump devient martyr. Alors évidemment, ce qui est assez intéressant, c'est de voir la rapidité des commentaires politiques américains. On a Biden qui a commenté 3 heures après l'événement, en rappelant qu'en effet, si le combat politique peut parfois être violent, la violence physique est hors de question. Elle est inadmissible. Bon, même si Biden, alors encore une fois, c'est un excès de langage qui est tout à fait spécifique à la culture américaine. Dans un tweet, avait plus ou moins suggéré l'idée éventuellement de mettre Donald Trump dans ce qu'on appelle un bullseye, c'est-à-dire une cible. C'est-à-dire mettre une cible sur Donald Trump. Mais là encore, c'est vrai que pour nous Français, c'est un propos qui est inadmissible, qui est extrême. Mais aux États-Unis, ça passe. Ça passe parce que c'est culturel. Ça passe parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une société, c'est un pays de l'excès. Donc même l'excès de langage n'est pas anodin. Il est courant. Obama,
Bill Clinton ont été commentaires également. Parce que, bah oui, évidemment, il faut absolument écarter dans l'opinion l'idée que peut-être le tueur est agi au nom du Parti démocrate. Alors le tueur en question, aujourd'hui on a son nom, il s'appelle Thomas Crook. Pas Cook, hein, Crook. Thomas Cook, c'est l'agence de tourisme. 20-21 ans, je crois. Mais alors là où ça devient intéressant, c'est que apparemment l'individu était plutôt connu dans le coin. Alors, aux premières informations qui ont été glanées, c'est un républicain, tout du moins de réputation républicain. Alors c'est assez flou parce qu'on lui prête d'avoir fait des dons, par contre, au Parti démocrate. Alors, on n'a pas trop le profil psychologique pour l'instant. Le fait est, c'est que ce qui est assez amusant, étrange, c'est qu'il y a quelques vidéos, surtout une vidéo qui circule sur Internet, où, évidemment, hein, on le voit, hein, les gens, tout le monde a son téléphone portable pour prendre des photos, prendre des vidéos, etc. Donc là, il y a une foison de vidéos qui circulent. Mais il y a une vidéo en particulier où, à un moment donné, on entend une femme qui dit « Crooks, get out of here ». Crooks, dégage de là. Donc c'est-à-dire qu'il y a une femme ou une personne dans le public qui a reconnu le tueur. Alors c'est ce qu'on peut éventuellement lire ou entendre dans la vidéo. Alors peut-être que la femme a dit autre chose. C'est fort possible. Mais apparemment l'individu, il y a de fortes chances qu'il y a des gens dans l'assemblée qui le connaissaient. Maintenant, qu'est-ce qui lui est passé par la tête ? Bon, il y a des chances qu'à mon avis, alors là je vais spéculer, il y a des chances qu'on nous dise que il n'était pas très bien dans sa peau, un peu déséquilibré, pas forcément très cohérent dans ses opinions, que peut-être qu'il a estimé que Trump avait volé la présidentielle à de vrais politiciens républicains. Parce que je rappelle, hein, à l'origine Donald Trump, c'est un milliardaire, un m'as-tu vu, il n'a aucune carrière politique avant de s'être présenté en 2016 à la présidence des États-Unis. Donc c'est ça aussi, hein, au sein des mêmes partis, comme vous avez actuellement dans le Parti démocrate, des gens qui détestent, qui n'aiment pas le candidat en présence. Aujourd'hui, dans le Parti démocrate, il y a des gens qui détestent Biden. Comme il y a des gens qui détestaient Hillary Clinton. Tout comme il y a des gens qui détestent Bernie Sanders. Bernie Sanders, d'ailleurs, qui pour essayer de sauver les meubles, a porté son soutien à Joe Biden, d'ailleurs. Alors, ceci dit, pour des vieux croulants, se soutenir l'un l'autre. Donc, en ce qui concerne le tueur, pour l'instant, on n'a que des briefs d'informations, c'est assez flou. Est-ce que l'intention était raisonnée ou est-ce qu'au contraire, il en avait un petit peu, il était un petit peu dérangé, c'est-à-dire avoir ce qu'on appelle l'expression une toile d'araignée au plafond. Maintenant, les conséquences. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'être spécialiste en politique américaine pour comprendre que oui, les conséquences, c'est que ça va renforcer Donald Trump. Et il le sait très bien. Et il en joue. Il en joue puisque on a vu une vidéo où il est arrivé, je ne sais plus dans quelle ville, où il est descendu de l'avion comme si de rien n'était, comme si rien ne s'était passé. C'est-à-dire que là, Donald Trump donne l'image du rock. Et vous savez ça aux États-Unis, quand vous avez cette image d'un mec à poigne, d'un mec qui a la force de la nature, ça joue énormément. Et ça joue d'autant plus énormément que face à Biden, qui est très clairement aujourd'hui avec des problèmes cognitifs,
dans les rangs démocrates, c'est en train de se dire que, merde, est-ce qu'on avait vraiment besoin de ça? Alors pareil, on ne peut pas empêcher sur Internet des gens d'imaginer, de penser une idée complotiste. C'est-à-dire d'un côté, est-ce que finalement, peut-être ce gamin, il a été manipulé pour faire ça? Est-ce qu'on prendrait le risque de tuer Donald Trump juste pour le faire valoir? Je veux dire, là, il faudrait vraiment que le gamin soit expert en tir, en tir sniper, pour se dire, on me demande de lui tirer dessus, mais attention, il ne faut pas que je le touche. Ou peut-être qu'en effet, il a tiré dans la direction, mais en faisant attention de ne pas viser Trump spécifiquement. Malheureusement, bon, bah, y a quand même une balle qui... Là, il y a une photo qui est assez impressionnante, soi-disant, où l'on voit la trajectoire, c'est-à-dire la traînée dans l'air de la balle. Donc, si vous voulez, l'idée d'un false flag, oui, c'est possible. Ça peut s'envisager. Je dis bien, ça peut s'envisager. Est-ce que l'individu s'est fait laver le cerveau par des gens qui agissent pour le compte des démocrates? Alors là, en effet, c'est certainement ce que les pro-Trump sont en train de penser. Parce que qu'est-ce qu'un gamin de 21 ans pourrait avoir contre Donald Trump au point de vouloir le tuer? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est quand même dans un pays extrêmement infantilisé, extrêmement hypersensibilisé. Donc que des individus fassent des actes complètement idiots et stupides, c'est pas très surprenant. Je dirais même que c'est assez courant de voir des adultes se comporter véritablement comme des gamins. Personnellement, avant-hier, 2 de mes collègues ont été virés parce que justement, c'était des adultes, mais des adultes avec l'esprit de teenagers de 14 ans. C'est-à-dire qu'ils s'écoutent, ils veulent pas, ils n'ont pas envie, je bosse à mon rythme, et même quand tu essaies de les booster un petit peu, non, ils en ont rien à foutre. Et en plus, ils se comportaient vraiment comme des adolescents, quoi. À critiquer, à se moquer, etc. Donc, il y a un moment donné où ça a commencé à taper sur le système du manager, et le manager, l'autre jour, les a pris. Donc, au revoir, viré. Donc ça, c'est un paramètre qu'il faut absolument que vous compreniez, c'est qu'aux États-Unis, la maturité d'esprit, c'est quelque chose qui est assez compliqué à cerner. On a plus souvent l'habitude d'être confronté à des gens qui sont des gens plutôt infantilisés, hypersensibilisés, qui des fois ont des réactions vraiment, comme je vous dis, d'adolescents, mais pas d'adultes, qui ne sont pas raisonnés. Donc il y a des gens qui, à un moment donné, décident de faire une connerie, qui est une connerie, où on va chercher la raison, on va chercher la cause, la conséquence, mais il n'y a rien à chercher parce que c'est totalement immature. C'est totalement immature, donc c'est complètement illogique. Et c'est ça qui est compliqué aux États-Unis. Parce que vous êtes confronté à des gens qui sont complètement illogiques. Qui sont renfermés sur eux-mêmes, qui sont égoïstes, qui sont arrivistes, ou alors surtout en plus, vous savez que la religion aux États-Unis, c'est quelque chose qui est assez protubérant et qui a forcément des influences sur le comportement de beaucoup de gens aux États-Unis. Peut-être que d'ailleurs je ferai un petit peu une vidéo là-dessus sur l'influence de la religion aux États-Unis, parce que je pense que c'est quelque chose qui est intéressant à savoir pour nous, pour vous Français, qui vivez quand même dans un pays laïque. Donc, si vous voulez, les conséquences de cette tentative d'assassinat, puisque là, en effet, je veux dire, il n'y a pas à chercher un autre terme pour essayer de dire oui, mais enfin, non, c'est peut-être pas... Si, là, c'est bien une tentative d'assassinat. Une tentative d'assassinat,
Certains commentaires le disent, hein, ouais, vous savez, bah, ouais, c'est quand même culturel aux États-Unis. Hein. On se souvient évidemment, inconsciemment, John Fitzgerald Kennedy, Bob Kennedy, on se souvient de la tentative sur Ronald Reagan, je crois qu'il y a eu chez R.L. Ford également, il y avait eu une tentative aussi. Bon, si on vous remontez loin, évidemment, le plus grand et le plus connu assassinat d'un président américain, c'est aussi Abraham Lincoln, mais là on remonte quand même au 19e siècle. Je crois qu'il y a un autre président aussi qui a été assassiné, mais je me souviens plus, quelqu'un qui est moins connu. Donc, c'est vrai que pour les commentateurs, c'est redonner un petit peu ce sentiment que voilà, on est aux États-Unis, et finalement ça rejoint ce que je vous disais sur ce peuple parfois un petit peu immature, ce peuple qui est toujours dans les excès, et donc finalement, la cause est souvent inhérente, intrinsèque à la culture américaine, à la société américaine. Donc voilà, je veux dire, ce que je peux vous dire sur cet événement, ça n'empêche pas quand même des Américains progressistes de penser « Ah putain, le mec il l'a raté ». C'est-à-dire qu'en effet, il y a bien des Américains progressistes qui veulent la mort de Donald Trump. Parce que la mort de Donald Trump, bah, c'est résoudre leurs problèmes. Ce problème, encore une fois de plus, intrinsèque à l'enfantillage mental qu'ont ces Américains, de croire que pour résoudre un problème, au lieu de le traiter, bah, il suffit de l'éliminer. Oui, sauf que éliminer, il y a un moment donné, ça pose un problème éthique. Et là, tout d'un coup, ces Américains-là, quand on les ramène à l'idée éthique, et là, on se rend compte qu'en effet, il y a un gros problème. L'éthique. Même ma femme, quand je lui dis, mais ça te dérange pas de voir des gens plaisanter avec la mort, même si c'est Trump, même si tu le détestes, est-ce que tu en es à ce point de vouloir absolument sa mort ? Et là, ma femme, bon, quand même, elle, à un moment donné, oui, elle se dit, ouais, peut-être que, en effet, mais souvent, c'est un petit peu le problème. C'est-à-dire qu'il faut booster, à un moment donné, le fait qu'ils ont une réaction qui est une réaction viscérale, donc assez primaire, finalement, très primitif, même limite bestial. Pour un moment, leur dire attention, réfléchis bien à ce que tu viens de dire. Et là, il y a quand même des Américains. Oui, c'est vrai, peut-être que là, j'étais excessif. Mais vous vous rendez-vous compte qu'il faut être là. Il faut être là pour leur dire hey, attends, là, tu vas peut-être un peu plus loin, trop loin là. Là, tu dépasses peut-être une limite. Mais j'ai envie de dire, peut-être que certains d'entre vous vont me dire ah, mais en France, on a les mêmes. Eh bien oui. Mais oui, par quoi ? Parce que ça fait depuis 40 ans qu'on a adopté, qu'on a appliqué une forme d'idéologie, une forme de culture sur certaines personnes, qui fait qu'en France, bah oui, vous commencez à voir, dans certaines générations, le même genre d'individus, le même genre d'idiots, le même genre de personnes infantilisées. Donc on va suivre un peu la chose, parce que évidemment, il va y avoir des conséquences, peut-être des éléments, des sondages qui vont nous apporter des éléments de réflexion sur la question. D'ici là, quand on se retrouve pour une prochaine vidéo, bah écoutez, suivez l'actualité. On reviendra dans une prochaine vidéo, évidemment, sur ce qui se passe en France. Parce que là aussi, hein, c'est assez costaud. Et puis, bah écoutez, bon courage. Et puis, suivez l'actualité. Et puis, attention, hein, gardez à l'esprit